Bonjour à toutes et bonjour à tous sur la tribune.fr. Nous sommes à la rencontre des entrepreneurs de France de cet été 2022. Et je suis avec Bernard Spitz, qui est le président du pôle international et Europe du MEDEF et qui a longtemps été à la fédération, on disait autrefois la FFSAM, aujourd'hui c'est France Assureur, donc représentant aussi de ce monde des services qu'il connaît bien et grand connaisseur également de tous les enjeux, j'allais dire géopolitiques. Et j'ai envie peut-être pour commencer Bernard de vous demander comment vous sentez cette rentrée. Il y a un climat anxiogène, on a entendu ce matin en ouverture de la REF le président Zelensky qui a appelé à soutenir l'Ukraine, à soutenir la liberté, le camp de la liberté qui est également le camp de la liberté économique face, comme l'a dit le président Macron dans une récente déclaration, à la montée des régimes illibéraux. Est-ce qu'on vit cette grande bascule dont parle le président Macron et comment les entrepreneurs finalement prennent les choses en cette rentrée un peu angoissante avec les risques de fermeture de ressources énergétiques? Oui, d'abord, bonjour Philippe, bonjour à la tribune, merci de nous accueillir et de dialoguer avec les entreprises à l'occasion de ce grand rendez-vous. C'est un peu paradoxal parce qu'en fait, oui, l'université s'est ouverte avec un discours d'une gravité extrême. Je crois qu'il n'y a jamais eu une telle gravité de ton de quelqu'un qui est en état de guerre, un chef d'État qui est affronté au moment le plus terrible de l'histoire de son pays et probablement à son moment personnel le plus terrible. Et donc il y a cette espèce de décalage avec le fait qu'on est ici à Longchamp, il fait un temps superbe. Et comme le disait Geoffroy Roux de Bézieux, le climat, les entrepreneurs sont conscients du fait qu'on se retrouve confronté à une série de chocs dont aucun n'intervient pour la première fois, mais la conjugaison de tous ces chocs à la fois est unique. Choc de l'inflation, choc énergétique, choc de post-pandémique et évidemment le choc d'une guerre qui se déroule tout près et qui a des conséquences immédiates sur nous tous. Et face à ça, vous parlez de résilience des entreprises? Oui, parce que d'abord, on ne peut pas dire que les entreprises, il y avait des sondages qui disaient que le climat des chefs d'entreprise n'était pas tout à fait aussi optimiste que celui de l'an dernier, mais pas non plus... c'est pas l'effondrement. C'est pas l'effondrement. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont pas lucides, ils vivent dans le déni, ou bien peut-être que tout simplement aussi, ils ont peu à peu anticipé, intégré ce qui se passait. Il ne s'est rien passé la semaine dernière. Tous ces événements, tous ces chocs sont des chocs en fait de long terme qu'on a vu venir et sur lesquels les entreprises se préparent. Ça n'empêche que, bien évidemment, lorsqu'on sera confronté l'hiver à tout ce qui peut se passer selon l'évolution des choses à cette crise énergétique, alors sans doute évidemment que l'ambiance sera différente. Disons que on essaye tous de l'anticiper, de faire en sorte de préparer ce choc, de se préparer à ce choc d'une façon efficace. Donc en fait, voilà, c'est un mélange à la fois de gravité et d'engagement, de volontarisme, des on va dire. Alors, on vient d'entendre Elisabeth Borne, la première ministre, qui a fait son premier discours à l'occasion de la REF. Premier discours où elle a quand même dit pas mal de choses. Comment vous l'avez trouvé sur notamment ce sujet de la sobriété? On a l'impression que ça ne rigole plus. C'est-à-dire que, est-ce que le gouvernement prend la mesure et finalement prend la dimension de la planification? Elle annonce quand même des rendez-vous, on va surveiller, on va avoir des plans de transition et de sobriété dans les entreprises. C'est un peu la maîtresse d'école qui va relever les notes. On peut dire d'une autre façon que dans la forme, elle était sobre. Très sobre. Alors sur peut-être la condition de l'efficacité. Peut-être. En tout cas, ce message, il est un message qui est véhiculé, je dirais, par tous. Et d'ailleurs, les entreprises, vous savez, elles n'ont pas attendu qu'on leur fasse un discours politique. Elles anticipent, je le disais, ce qui va se passer. Et de toute façon, elles voient les factures. Donc toutes celles qui sont confrontées à des augmentations en termes de coûts sur le plan énergétique, que ce soit pour le chauffage ou pour la production industrielle, font tout ce qu'elles peuvent et le plus vite possible pour réduire la facture, bien évidemment. Vous savez qu'il y a des écarts gigantesques. Il y a des industries qui voient leur prix entre les matières premières et le coût de l'énergie multiplié par 5 ou 6 ou 7. Que l'écart entre une production industrielle aux États-Unis et en France, pour ce qui concerne la partie énergie, peut varier du simple au décuple. Et dans ces conditions, bien évidemment que chacun n'a pas attendu qu'on fasse un discours politique. Alors après, en même temps, on a besoin de savoir où on va. Et comme toujours, il faut que pour les chefs d'entreprise, être capable d'anticiper, il faut qu'il y ait des règles.
il faut que ces règles soient connues, il faut qu'elles soient respectées et il faut qu'on ait le temps de les mettre en place. Donc effectivement, le discours a consisté à dire que les entreprises avaient l'initiative de prendre des mesures qu'il fallait tout en donnant un objectif, de réduire d'au moins 10% la consommation énergétique. Il va de soi que toutes les entreprises ne sont pas dans la même situation. On parle des entreprises de services, les entreprises de production industrielle ne sont pas dans la même situation. Est-ce qu'il pourrait y avoir un conflit entre, comme on dit souvent ici, entre le monde de l'industrie et le monde des services? Il y a des fermetures ou il va y avoir des compromis là aussi? Si on ne produit pas, on ne vend pas, et si on vend pas, la distribution elle est affectée. Les deux sont liés. Tout le monde est solidaire. Vous êtes, je disais, représentant du pôle international et Europe du MEDEF, donc vous recevez ici le Premier ministre polonais, le chef du gouvernement polonais, et puis on est dans un moment où l'Europe, effectivement, face à ce choc inflationniste, risque de connaître des divergences, on le voit bien. Il va y avoir des élections, notamment en Italie. Est-ce que vous ne craignez pas une dissolution de l'Europe au travers de cette crise? On dit que l'Europe grandit à chaque fois qu'elle a des crises. Alors donc ça va être l'occasion de bien grandir cette fois-ci. C'est vrai que c'est une situation tout à fait inédite. On a à la fois une question de solidarité et d'unité dans des choix industriels et notamment en matière d'énergie. Ça, c'est une première question. Alors vous faites allusion évidemment aux difficultés financières. Ce qui est clair, c'est que tous les pays n'affrontent pas cette crise dans les mêmes conditions financières. Il y a des pays qui sont exportateurs nets. C'est le cas de l'Italie, ce n'est pas le cas de la France, qui a les déficits commerciaux les plus abyssaux de son histoire. Il y a des pays qui sont plus endettés que d'autres, et on n'est pas extrêmement bien placé là-dessus. On n'est pas les pires, mais on n'est pas bien placé. Et donc, l'Italie non plus. Non, bien sûr. Et donc, comme vous le dites, on a vécu pendant un cycle de plusieurs décennies de décrue des taux d'intérêt. La question de savoir si l'objectif de 2% de taux d'inflation au niveau de la Banque Centrale Européenne était atteignable, on se le posait à l'envers. Est-ce qu'on va arriver à au moins 2% d'inflation? Et aujourd'hui, on se dit... On va arriver à y revenir. Et comment va-t-on faire pour arriver à y revenir? Donc c'est évidemment une affaire extrêmement fluctuante. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pays qui sont déjà très endettés ont eu la chance au cours des années précédentes, quand ils sont bien gérés, comme c'est le cas chez nous, de voir baisser le coût de cette dette parce que les taux d'intérêt ayant baissé, ils ont pu recycler d'anciens emprunts avec des taux plus inférieurs. Bon, mais il reste que chaque année, on doit réemprunter pour payer ne serait-ce que les intérêts des années précédentes. Et donc ceci va se faire à des coûts supérieurs puisque les taux vont monter. Et là, on va avoir effectivement une situation qui va être très difficile. Et il ne faut pas parler que de l'Europe, parce que nous sommes intimement liés aux États-Unis. Vous savez que c'est le dollar qui est la monnaie centrale des échanges. Et la politique américaine est une politique d'augmentation des taux. Pourquoi? Parce que les Américains ont un choc inflationniste, mais ce n'est pas le même que le nôtre. Le leur, c'est un choc qui est notamment provoqué par la courbe des salaires, parce que c'est une économie en surchauffe. Donc ils ont besoin de la refroidir, et pour la refroidir, ils appliquent la règle classique, c'est d'augmenter les taux. Mais du coup, les taux américains étant plus alimentés, plus élevés que les nôtres, on est obligé de les rattraper, parce que sinon, l'inflation chez nous croît, et les taux ne croissant pas, et ce qui se passe, c'est que les gens perdent sur leurs économies, d'une part, et je pense notamment au pays qui est le socle du système financier européen, qui est l'Allemagne, de par sa richesse. Et pour les Allemands, politiquement, les personnes âgées, toutes les retraités qui ont des pensions ne peuvent pas accepter qui perdent chaque année à cause de l'inflation. Et j'ajoute qu'en Allemagne, depuis Weimar, l'inflation, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Donc, on a toute cette pression pour monter les taux. L'Italie, dont vous dites à juste titre qu'il faut se surveiller les élections qui vont avoir lieu dans le 25 septembre prochain, va probablement voir arriver au pouvoir une coalition de droite qui a déjà annoncé un programme de baisse des impôts, mais aussi d'augmentation d'un certain nombre de prestations. Donc ça veut dire perspective d'augmentation des déficits, inquiétude des marchés et donc augmentation des taux. Et donc, on va avoir un certain nombre de pays qui vont se voir... Porté par Keynes, comme nous disait Geoffroy Roduzieux, disait que Keynes doit rester dormir dans sa tombe et on doit garder la politique de l'offre. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une tentation, effectivement, de dire la solution, elle est plutôt dans la fuite en avant et beaucoup de pays risquent d'y céder? Vous parliez de l'Italie, c'est le cas des États-Unis aussi qui ont fait un plan de relance massif. Oui, sauf et un peu la France. Sauf que la situation n'est pas égale entre les États-Unis et l'Europe et que, d'ailleurs, il suffit de voir que le dollar monte et que l'euro se casse la figure. Donc, Keynes disait qu'il fallait une politique de demande quand on était en situation de croissance insuffisante, mais qu'il fallait faire en revanche des économies
pour financer ça lorsque la situation était bonne. En fait, on n'a pas fait les économies quand la situation était bonne et maintenant on se retrouve, c'est la cigale et la fourmi. Bon, et bien donc il va falloir assumer ça. Et on ne peut pas le faire de façon, comme vous dites, quoi qu'il en coûte, parce que à ce moment-là, la confiance dans la capacité des États qui feront ça de la part des marchés sera plus faible et donc ils devront payer plus cher leurs emprunts et donc c'est une mécanique assez infernale. Donc on est obligé à la fois de tenir compte du choc sur le plan social que va imposer l'inflation et qui effectivement touche beaucoup de ménages et beaucoup de secteurs. Donc il faut en tenir compte et en même temps il faut absolument considérer que le budget c'est quelque chose qu'il faut serrer au maximum. Donc il y aura des arbitrages difficiles, politiquement difficiles, mais on ne peut pas les éviter. Une autre question concerne l'international. La francophonie, c'est très important. Il y avait l'an dernier une réunion spécifique à la francophonie, à la REF. J'entendais Geoffroy Bézu dans son discours dire qu'il va y avoir une réunion au Bénin, peut-être et en Tunisie également, à Djerba cette année. Est-ce qu'il faut jouer la carte de l'Afrique? Là, Macron revient d'Algérie, il est allé chercher du gaz, apparemment ça a marché. Est-ce que dans cette fin de la mondialisation, pour la France, pour l'Europe, aujourd'hui, il faut jouer à fond la carte, et notamment pour la France, la carte de l'Afrique? Il faut jouer la carte internationale et évidemment il faut jouer la carte de l'Afrique, bien sûr. D'abord, si on ne la joue pas, d'autres la joueront à notre place. Les Chinois, pas mal le cas. Les Chinois, les Américains et les Russes ont bien compris la chose. Mais plus globalement, c'est la Méditerranée. Il y a énormément d'enjeux sur le plan à la fois de l'énergie, de la culture. Bien évidemment, il y a la question migratoire. Et donc, on a au sein de la Méditerranée, avec l'Italie, là encore, un sujet d'intérêt commun avec l'Espagne. On a une relation avec l'Afrique qui doit évidemment être développée, prospérer. Bon, évidemment, là encore, il y a beaucoup de zones différentes, dans des situations économiques différentes. Mais c'est normal que les entreprises, là aussi, essayent de jouer le jeu de la continuité et du développement économique avec ce continent qui est très important pour nous et qui, démographiquement, va prendre une place considérable dans les décennies qui viennent. Merci beaucoup, Bernard Smith, d'être venu sur le plateau de la Tribune. Peut-être à l'année prochaine, on recommence. J'espère. Merci beaucoup. Merci.